Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous parler un petit peu d'un projet personnel que je viens de terminer. Première peinture en noir et blanc. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis un certain temps. Je voulais essayer de faire une peinture en noir et blanc, voir ce que ça pouvait donner. Bon, je suis plutôt satisfait du résultat. Et j'en ai tiré quelques enseignements, donc je vais partager ça avec vous maintenant. Alors, je précise que c'est une peinture à l'acrylique. Alors, je peins principalement à l'acrylique, moi. Alors, première chose à considérer en voulant travailler en noir et blanc, ça va être les peintures, parce que noir et blanc, ça peut vouloir tout et rien dire. Donc là, vous avez les différents tubes de noir et blanc que je possède, également un mélange de gris, on va en reparler après parce que je sais que c'est pas forcément un truc consensuel. Et je vous ai fait un petit échantillonnage du rendu de ces peintures. Alors pour les blancs, c'est assez simple. Dans tous les cas, c'est du P... Attendez, mon portable est quand même pas terrible pour les images. PW6, donc Pigment White 6. Donc c'est du dioxyde de titane, le fameux blanc de titane, titanium white, qu'on retrouve à peu près partout. Pourquoi est-ce qu'on va avoir des différences de transparence? C'est le même pigment dans tous les cas. Et bien parce que les fabricants ne mettent pas forcément autant de médium acrylique dans les tubes que leurs concurrents. Celui-ci, cette peinture-là est beaucoup plus épaisse, presque pâteuse. Elle est riche en pigments, ce qui vous explique que son pouvoir couvrant est supérieur à sa voisine. On retrouve pourtant, hein, sur l'emballage, on nous dit que cette peinture est censée être opaque. Alors là, l'opacité est quand même assez contestable. Là, vous avez un tube qui est censé être transparent. Et effectivement, il est transparent. C'est un blanc pour mélange, ici. Alors, vous voyez, le blanc a embarqué un peu de graphite. Ça rend un peu gris au fur et à mesure que j'ai monté le pinceau. Là, c'est normal, parce que c'est un blanc pour mélange. Effectivement, il est très faible. Vous pouvez en mettre une petite noisette dans une couleur vive, un rouge, un bleu, ça se verra à peine. Ça peut être utile pour faire des petits effets, de lumière ou des choses comme ça. Donc méfiez-vous, hein, même si on vous vend une peinture opaque, c'est toujours bien de connaître le fabricant, parce que l'opacité peut varier selon les uns et les autres. Ça peut être aussi un avantage, des peintures qui sont entre guillemets un peu faibles au niveau de leur pouvoir couvrant, parce que ça peut permettre en jouant sur les couches, sur les épaisseurs, sur des glacis, des choses comme ça, une peinture peut-être plus transparente peut être adaptée à ce que vous voulez obtenir. Là, il n'y a pas 36 solutions, il faut que vous connaissiez votre matériel, il faut vous familiariser avec votre peinture, hein, quitte à faire des essais, des tests. Moi, j'ai une vieille feuille là, de canson de grand format qui me sert à faire tout et n'importe quoi, voilà, qui subit. Voilà, faut pas hésiter à essayer, hein, quand on a un doute sur le rendu qu'une peinture peut avoir, faire des tests, ça peut toujours être intéressant. Alors, au niveau des noirs, c'est un peu différent. Là, nous avons un PBK 11, Pigment Black 11, ok. C'est de l'oxyde de fer. Là, on est aussi sur une peinture qui est épaisse, qui est riche en pigments. Et vous voyez, elle est très couvrante. Ça fait un noir mat, qui n'accroche pas du tout la lumière. C'est un noir qui est fort, hein. Moi, en général, je l'utilise quasiment pas, parce que ce noir-là vous dévorera littéralement n'importe quelle couleur que vous allez mélanger avec. Vous avez ici un tube beaucoup plus gros que j'utilise pour faire des grandes surfaces en général. Si je veux faire un tableau sur un fond noir, par exemple, ça me sert de gesso. Ici, c'est du pigment PBK 7. Alors le PBK 7, c'est du noir de carbone à l'état amorphe. Il a un pouvoir couvrant qui est assez satisfaisant. Le fabricant n'a pas totalement noyé sous le médium. Si on veut obtenir un résultat d'un noir assez profond, il suffit de mettre 2 couches. Là aussi, le fait que ça soit pas un noir aussi intense, ça peut être intéressant pour justement travailler sur des ombres. Ici, vous avez un tube de noir qui est un noir intitulé noir d'ivoire. Oups, on fait pas de pub, on a dit. Il est supposément opaque, mais là on rigolera parce que vous voyez l'opacité est presque anecdotique. Mais là aussi, ça a un avantage. C'est pas mal pour faire des ombres légères, pour faire des petits motifs, pour faire des glacis, par exemple. C'est ce que j'ai utilisé ici pour faire les feuilles. En mouillant simplement, hein, ce noir assez faible. Alors le pigment ici, c'est du PBK 9, c'est du phosphate de calcium.
Donc au niveau chimique, on est sur quelque chose qui est moins, c'est un noir moins noir. C'est bon, ça c'est curieusement dit ce que je viens de dire là, mais voilà, c'est un noir qui est moins costaud qu'ici, que notre noir fait avec de l'oxyde de fer. Et puis alors on a du gris. Alors un gris qui est vendu comme opaque, là aussi l'opacité elle est discutable. Attention, le gris n'est pas simplement un mélange de blanc et de noir. Vous avez ici du pigment yellow 42, pigment jaune 42, qui est un dérivé d'oxyde de fer. Et ça a son importance parce que sur un noir et blanc, qu'on ait ce léger, très très léger jaunâtre dans ce gris, là vous voyez le tube, bah c'est gris. C'est pas si gris que ça. Si vous mélangez par exemple en égale proportion celui-ci, ce blanc et ce noir, vous n'obtiendrez pas ce gris-là. Bon, c'est censé être un gris neutre. Alors, je ne l'ai pas utilisé partout. Tous les gris que vous voyez là ne sont pas dérivés de ce tube. Ici, il m'a surtout servi pour faire le peignoir. Et encore pas partout parce que je voulais une zone plus foncée, donc j'en ai pas mis. Il m'a servi pour faire le peignoir et les effets un peu de lumière. Vous voyez, c'est légèrement un peu sépia. Les effets de lumière dans les cheveux. Là aussi, il faut connaître ces peintures, savoir comment elles réagissent, quitte à faire des tests. Prenez une feuille de papier, un brouillon, un truc, n'hésitez pas, ça peut être utile. Sans en utiliser forcément 8 litres, une petite noisette de peinture, ça suffit. Pour un test, j'entends. Quand il faut peindre, il faut mettre ce qu'il faut. Ça... Donc voilà, le gris, je sais que les mélanges tout faits font pas forcément consensus chez les peintres professionnels ou dans les grandes chaînes consacrées à la peinture. Il y a certains artistes, certains professeurs et autres qui vous diront n'achetez pas de gris tout fait, n'achetez pas de couleur chair tout fait, de choses comme ça. Oui et non. Effectivement, ça peut être, pour des questions d'apprentissage, mieux de savoir faire ces mélanges. Pour faire une couleur chair, pour faire un gris, oui. Mais des préparations toutes faites comme ça offrent l'avantage d'avoir une base qui sera régulière, surtout si, comme moi, vous ne peignez pas sur des longues séances et que vous peignez 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, voilà, quand vous avez le temps. Ça peut être gênant de devoir refaire des mélanges, surtout si on est sur des déclinaisons de couleurs qui sont un peu spécifiques. Pour retrouver exactement la même teinte sur laquelle retravailler, ça peut être parfois hasardeux. Et donc, moi, ma position personnelle me concernant par rapport à ma pratique, une fois encore là, je ne prétends pas donner un avis universel, mais par rapport moi à ma pratique, il est préférable que j'ai certains mélanges tout faits qui me servent de base quand je recommence à peindre après une interruption de plusieurs heures, voire d'une, deux, trois journées. Voilà, c'est un gain de temps, c'est un gain de confort de travail. Alors oui, le mélange tout fait va vous contraindre dans une certaine mesure, mais bon, ça c'est des choses avec lesquelles il faut accepter de travailler. Je veux dire, si vous prenez un tube de terre de Sienne ou si vous prenez un tube de, je sais pas moi, de jaune intermédiaire, cadmium moyen ou autre, vous êtes aussi sur des mélanges, vous êtes aussi sur des trucs. Donc si vous prenez un orange, ou, voilà. En acrylique, je parle pas en peinture à l'huile, je parle là des substituts, je parle pas des vraies couleurs de pigments, je parle des substituts qui sont faits par mélange. Ce sont des mélanges aussi, il vaut mieux lire ce qu'il y a écrit derrière pour pas avoir de surprise. Voilà, donc ça c'était une première réflexion par rapport à les noirs, les blancs, les pigments, les couleurs. Méfiez-vous, ou ne vous méfiez pas, parce qu'une fois encore, la transparence, ça peut être un avantage par rapport à ce que vous voulez obtenir derrière. Sur la réalisation de la peinture en elle-même, c'était pas si difficile. Je m'étais un petit peu fait une aventure de cette histoire en me disant waouh, c'est mon premier truc en noir et blanc, ça va peut-être être compliqué ou machin. Bah non. Que vous fassiez un dégradé pour de la peau, un dégradé couleur chair, que ce soit sur du noir et blanc, que ce soit sur des couleurs chairs, ça restera finalement la même gestuelle. Vous voyez sur le corps de cette nageuse ici, on a le clair vers le foncé, etc. Enfin, on met d'abord le foncé, on pose ensuite le clair par-dessus, etc. Mais ça reste la même gestuelle. C'est pas parce que là on est sur des marrons et on va progressivement vers du couleur chair qu'il y a une difficulté particulière. Le faire en noir et blanc, ça ne change pas grand-chose en réalité. Alors ce qui a été un peu plus intéressant, c'est au niveau du travail sur les textures. Par exemple, bon, la peau ne doit pas avoir l'air parfaitement lisse. Alors je n'ai utilisé que 3 pinceaux, c'est vrai que j'avais laissé sorti exprès pour en parler. Je n'ai utilisé que ça pour faire ce tableau. Uniquement ça. Et pas besoin d'un investissement incroyable pour pouvoir peindre. Une fois encore, c'est une question
surtout de trouver le temps et de réfléchir à ce qu'on fait pour optimiser un peu le temps qu'on a. Euh, donc la peau, elle doit pas avoir l'air parfaitement lisse, on n'est pas sur une poupée en plastique, on est censé être sur un être humain. De la manière, les cheveux sont censés être un peu enfouis, on est sur des mouvements peut-être un peu plus nerveux. Sur la peau, on va être sur des dégradés qui laissent un peu traîner le pinceau. Euh, Lui, ce pinceau-là a un peu souffert. Vous voyez, les poils sont un peu ébouriffés. Pourquoi? Parce que pour donner le rendu un peu granuleux du tissu éponge là, du peignoir, quand j'appliquais la peinture, alors, en partant sur le plus foncé, j'allais sur du plus en plus clair, et j'appliquais en faisant des espèces de touches en tapotant comme ça. Ce qui explique que mon pauvre pinceau s'est fait ébouriffer, et est désormais un peu ébouriffé, mais ça permet d'obtenir cet aspect un peu granuleux. À l'inverse, ici, la tasse en céramique, il faut que ce soit des mouvements très maîtrisés, avec une peinture assez fluide, pour permettre d'avoir un rendu qui soit lisse, qui soit brillant, pour donner une véritable impression d'être sur un objet usiné en céramique. Et donc on a un jeu de texture qui va être intéressant, parce qu'entre la peau du personnage qui est intermédiaire, la tasse qui est lisse, le tissu qui est granuleux, ça crée un jeu au niveau de l'apparence générale du sujet. Bon, voilà, que dire d'autre? Ça, c'est très classique, hein. Vous voyez les raies de lumière qui passent par la fenêtre, vous mettez un peu de blanc. Alors, c'était justement ce blanc pour mélange, celui qui est plutôt clair. J'en mettais sur les poils du pinceau, j'essuyais légèrement dans mon petit chiffon pour en laisser assez peu, et quand c'est quasiment sec, en fait, quand la peinture est quasiment sèche, juste un petit coup ferme, toujours dans la même direction pour garder une cohérence, hein. Votre source lumineuse, elle est censée être là-bas, donc il faut que vos rayons de lumière arrivent comme ça, et d'un mouvement de poignet sec, vous faites votre petit rayon de lumière. Ça, c'est assez simple, c'est un geste, ça, pareil, exercez-vous sur un brouillon, on attrape assez rapidement ce geste-là, c'est pas extrêmement compliqué. Bon, voilà ce que je pouvais en dire. C'était une expérience assez agréable. Si vous avez l'occasion de travailler, faites ça en noir et blanc, faites-le, ça peut être marrant, sur une vieille photo ou peu importe, ça peut être rigolo. Voilà, s'il y a des questions ou des remarques, n'hésitez pas, je vous dis bonne journée et à bientôt.